Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. L'Assemblée nationale débattra cette semaine du pacte civil de solidarité, un débat de société, une révolution sociale pour ses partisans et ses adversaires. Le 40e anniversaire de la Ve République, c'est par référendum que les Français à 80% se sont prononcés pour ce texte fondateur, adapté à plusieurs reprises ces dernières années. Le mal du dos, mal du siècle, sera désormais reconnu comme maladie professionnelle, ainsi en a dessiné Martine Aubry, ministre de la Solidarité. Et puis cinéma, Place Vendôme, réalisé par Nicole Garcia, sort sur les écrans mercredi prochain. Catherine Deneuve, inoubliable dans ce film qui lui a valu le prix d'interprétation à Venise. Les retombées du G7 se mesureront dès demain à l'ouverture des places boursières. À Washington, les ministres des Finances se sont séparés sur de simples déclarations d'intention. Pas de signal concret, de signal fort à la mesure de la crise. Sur place aux États-Unis, Jean-Paul Chapelle, Philippe Jasselin. Les 7 pays les plus riches de la planète sont d'accord pour envoyer un signal fort au reste du monde. Il y a un pilote dans l'avion, c'est le message unanime répété ce week-end. Mais les 7 copilotes, les ministres des Finances, n'ont pas dit comment l'avion allait traverser les turbulences de la crise financière. Alors, pour rassurer les passagers, chacun s'efforce de montrer son sang-froid et même parfois son humour. Les différentes transmissions de la crise, mais c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est pourtant un résumé. Oui, mais comme c'est signé en bas de la page Banque de France, on voit que la crise part en haut à gauche en Russie et finit en bas à la Banque de France. Ah non. Pour relancer la croissance et rétablir la confiance, chacun a son idée. Les Américains conseillent aux Européens de baisser leur taux d'intérêt. L'Europe conseille au Japon d'assainir son système bancaire. Autre chantier, la réforme du Fonds monétaire international. Pour donner un vrai pouvoir politique à son comité consultatif, la France est même prête à taper du poing sur la table. Non, ça suffit. On ne peut pas continuer à avoir un système mondial qui se globalise et pas suffisamment d'intervention. Moi, je ne suis pas très satisfait de la façon dont les choses se passent. Nous n'allons pas assez loin. Nous avons besoin d'intervenir plus, de rassurer plus les marchés, de montrer que le Fonds monétaire, la Banque mondiale ont les moyens d'intervenir. Le problème, c'est que les États-Unis, de tradition beaucoup plus libérale, refusent de voir plus de réglementation dans l'économie mondiale. Au-delà du consensus minimum entre Américains et Européens, il y a donc un véritable clivage, deux visions du monde qui s'affrontent, qui se neutralisent. Les marchés financiers n'ont donc aucune raison de penser que le système va être réformé rapidement, aucune raison non plus d'être rassurés. C'est cette semaine que le pacte civil de solidarité sera débattu à l'Assemblée. Pas un jour ces derniers temps sans que le PACS ne suscite débat, polémique ou controverse. Hier à Rennes et à Orléans, partisans et adversaires en sont même venus aux mains. Mais sur quel texte précisément s'affrontent les uns et les autres? Un texte qui ne cesse d'évoluer. Alban Mikosi. Il y a là deux camps, presque deux France. Comme pour l'avortement ou la peine de mort, partisans et adversaires du PACS semblaient inconciliables hier à Orléans. Un de ces débats qui font résonner les rues, puis les murs de l'Assemblée. Le PACS qui nous est proposé est un objet juridique non identifié. C'est-à-dire que d'abord, c'est un concept qui change toutes les semaines. À l'origine, diverses propositions de loi de députés de gauche, appelées successivement contrat d'union sociale, PIC et enfin PACS, pacte civil de solidarité. Ces textes visent à reconnaître aux couples homosexuels des droits. Les associations gays et lesbiennes ont souvent manifesté pour rappeler qu'en Suède, par exemple, un véritable mariage est possible. Puis, les socialistes ont souhaité associer les couples hétérosexuels non mariés. Un enfant sur 3 aujourd'hui naît hors mariage. Alors, ces gens-là, il faut leur offrir un statut de protection. Sur le PACS, les lignes de fracture ne respectent pas seulement les clivages traditionnels. Certains à droite voudraient aller plus loin. Monsieur le Président. Je tiens beaucoup à l'amendement que j'ai déposé en commission des affaires sociales, qui est d'ouvrir le pacte de solidarité aux frères et aux sœurs, car ce n'est pas un mariage et encore moins un mariage homosexuel. Roselyne Bachelot pense notamment que deux frères et sœurs âgés pourraient souscrire un PACS qui ouvrirait des droits aux derniers survivants. 7 ans de réflexion, plusieurs dizaines d'amendements. La discussion sur le PACS s'ouvre vendredi au Palais Bourbon.
Le pacte civil de solidarité est considéré comme une véritable révolution sociale. À qui s'adresse-t-il? Comment les couples qui vivent en union libre ou les homosexuels envisagent-ils de recourir à ce dispositif juridique s'il est adopté? Dominique Barouche et Guy Sabin nous proposent ces photos instantanées. Emmanuel et Luciano viennent de passer devant Monsieur le maire après 4 ans de vie commune. Pourquoi avoir décidé de sauter le pas? C'est par obligation, enfin disons que... non, c'est pas... Disons qu'on n'avait pas prévu de le faire maintenant, mais on le fait maintenant, quoi. Ouais, parce que je dois partir à l'étranger, donc pour les problèmes de visa, tout ça. Aujourd'hui, seul le mariage leur procure le droit de partir ensemble, travailler aux États-Unis. Si le Pacs avait existé, ils s'en seraient peut-être contentés. Les homosexuels, eux, espèrent la réalisation de leurs espoirs. Le Pacs est une réponse à l'épidémie de sida qui laissait souvent le survivant d'un couple gay privé de ses biens. Gwen et Michaela, en couple depuis 6 ans, voient les avantages pratiques. Si on achetait un appartement, là, effectivement, je pense que la question du Pacs se poserait avec acuité et que là, sans doute, on conclurait un Pacs de manière à ce que l'appartement acheté en commun puisse bénéficier, en cas d'accident de l'une ou de l'autre, puisse passer de l'une à l'autre simplement. Pour Jacques et Christian, le projet offre 2 avantages principaux. Après 28 ans passés côte à côte, ils voudraient d'abord s'assurer que la maison reviendra aux survivants en cas de décès. Plus généralement, cette première reconnaissance du couple gay faciliterait l'insertion sociale. Mais résolument catholique, ils regrettent l'opposition de l'Église. Là, par rapport à la situation vis-à-vis des autorités catholiques, parce qu'il n'y a que les autorités catholiques qui se sont exprimées sur un sujet qui ne concerne que la vie civile, ce qui est quand même un petit peu surprenant. Tenez les amoureux là, n'écoutez les fraises. Xavier et Christelle auraient pu être tentés par un pacte qui offre à leur couple, qui dure depuis 4 ans déjà, un début de reconnaissance par le fisc, le notaire et le droit du travail. Ils refusent pourtant un texte qui impose aujourd'hui un délai de carence de 2 à 3 ans. Le Pacs, à mon avis, n'est pas très intéressant, notamment pour des concubins hétérosexuels. Étant donné que les concubins hétérosexuels ont quand même la possibilité du mariage, qui offre des droits qui sont conséquents et sans délai de carence qui soit long. Mariage bis ou sous-mariage, le Pacs est encore mal connu. S'il est adopté, il offrira en tout cas une 3e option à l'alternative habituelle, mariage ou concubinage. Hier, Martine Aubry, ministre de la Solidarité, annonçait que le mal de dos, ce mal du siècle, serait reconnu comme maladie professionnelle. Une décision qui intéresse sur leur lieu de travail de nombreux Français, puisque le mal de dos est devenu aujourd'hui un problème majeur de santé publique. Gilles Marinet, Jacques Gérard. La majorité des Français souffrent de leur dos, mais pour certains, la douleur est devenue quelque chose d'insoutenable, un poison dans l'existence. C'est donné en permanence, c'est comme le sang dans les artères, c'est ça, les douleurs de dos. C'est sourd, c'est sournois, ça agit en permanence, si vous voulez. Ça ne vous lâche pas. Dans cette clinique, Serge, 54 ans, attend sa 3e opération. Pour soutenir ses vertèbres usées, il est bardé de plaques et de vis. Longtemps à l'usine, il a porté de lourdes charges. Il y a une époque où j'ai travaillé à l'usine, bon, j'ai eu beaucoup d'occasions de porter des choses lourdes. J'ai assuré, ça faisait partie de mon travail. Je croyais donner le bon exemple, tout compte fait c'était le mauvais exemple que j'ai donné, parce que j'avais autour de moi des employés. Lombalgie chronique, sciatique récidivante, lumbago à répétition, des affections douloureuses, invalidantes, incontestablement liées au travail sous toutes ses formes. De la manutention à la station assise derrière un ordinateur, personne n'est à l'abri. La question qui va se poser désormais aux médecins comme à la sécurité sociale, c'est celle des critères qui permettront de décréter la maladie professionnelle. Pour certains travaux, c'est évident, il n'y aura pas de discussion. Pour d'autres, on va éliminer également, ça ne pourra pas rentrer là-dedans. Et puis, il y a les zones intermédiaires et il y aura forcément des injustices ou des choses considérées comme des injustices. Mais c'est sûr que si on indemnise tous les gens qui ont mal au dos, eh bien, 2/3 de la population française sera pensionnée d'ici peu. À défaut de pensionner tout le pays ou presque, il serait possible très vite de donner toute sa place à la prévention et à l'enseignement du bon geste dans notre vie quotidienne.
Dernier jour du voyage de Jean-Paul II en Croatie, le pape a lancé un appel à la communauté internationale pour trouver une solution à la tragédie du Kosovo. Auparavant, le Saint-Père avait célébré devant plus de 300 000 fidèles une messe en plein air dans la banlieue de Split. Alan Chalvron. Ils sont venus par centaines de milliers, bien souvent à pied, dans ces montagnes au nord de Zagreb, dans ce sanctuaire de Maria Bistrica. Ils sont venus pour voir le pape de près et pour assister à un moment historique pour ce peuple très catholique, la béatification du cardinal Stepinac. Et voilà, c'est fait par cette bénédiction. Le portrait du controversé prélat est découvert. Il rejoint ainsi la cohorte des saints et bienheureux sous les applaudissements d'une foule insensible à la polémique sur le rôle du cardinal pendant la guerre, aux côtés des Oustachis, ne gardant de lui que le souvenir d'une victime des communistes. Dans son discours, Jean-Paul II a présenté le cardinal comme, je cite, un résumé des tragédies de l'Europe, les démons du fascisme, du nazisme et du communisme. Pas un mot en revanche, pas un regret sur le rôle pourtant actif de certains prêtres dans les massacres commis par les Oustachis. Depuis sa sortie de la Yougoslavie, la Croatie a toujours eu une attitude ambiguë à l'égard de son passé. Une sorte de réhabilitation rampante, derrière un discours qui présente la Croatie avant tout comme une victime. Le voyage du pape et ses silences n'ont pu faire que renforcer cette ambiguïté. En Italie, les communistes qui faisaient partie de la coalition de centre-gauche ont décidé aujourd'hui de rompre avec le gouvernement. Cette annonce pourrait ouvrir une nouvelle crise puisque la marge de manœuvre de Romano Prodi sans les députés communistes est extrêmement étroite. Romano Prodi, qui est le président du Conseil, sera reçu demain matin par le président de la République. Aux États-Unis, c'est en début de semaine que la commission judiciaire dira si oui ou non elle recommande au Congrès l'ouverture d'une enquête qui pourrait déboucher sur une procédure de destitution de Bill Clinton. En fait, il y a peu de suspense puisque la commission est composée en majorité de républicains qui suivent la ligne dure de Kenneth Starr. Pourtant, parmi ces républicains, adversaires du président, il en est qui militent pour travailler dans la dignité au-delà des passions et des clivages. Portrait de cet élu de l'Arkansas qu'a suivi Dominique Darda. Asa Hutchinson le reconnaît avec regret, l'affaire Lewinsky occupe désormais les 3/4 de son temps. Et quand il arrive à son bureau à la Chambre des représentants, cet élu républicain, membre de la commission judiciaire, trouve son équipe débordée par une vague sans précédent de courriers. Vous voulez dire que depuis le 9 septembre, on a reçu 2500 lettres d'électeurs de l'Arkansas? Eh bien, il va falloir leur répondre à tous. Pas facile. Au plus fort du scandale, les électeurs d'Asa Hutchinson, comme plus de 60% des Américains, continuent de penser que Bill Clinton est un bon président. Ni la publication par le Congrès du rapport de Kenneth Starr, ni même la diffusion 4 heures durant à la télévision de son témoignage devant le grand jury n'ont fait vaciller la cote de popularité de Bill Clinton. Les républicains, temporairement peut-être, ont perdu leur pari. Mais Asa Hutchinson n'est pas un républicain comme les autres. C'est un modéré, l'un des rares survivants d'une espèce en voie de disparition sous la coupole du Capitole. Les gens me disent qu'il faut vite tourner la page, mais je leur réponds qu'on ne peut pas aller trop vite non plus. L'élu de l'Arkansas entretient avec le président américain des rapports un peu particuliers. Quand Clinton était gouverneur de cet État du Sud, Hutchinson en était le procureur général. Et c'est lui qui, en 1984, fit arrêter pour usage et trafic de stupéfiants Roger, le demi-frère de Bill. Le gouverneur, devenu président, a gardé de l'estime pour celui qui, dit-il, en jetant son frère en prison, l'a sauvé de la drogue. Pas étonnant alors de voir Asa Hutchinson rendre de temps à autre visite à ses adversaires démocrates au Congrès. On n'a pas de programme particulier, pas d'ambition commune, juste de discuter ensemble. Et je crois que c'est déjà très bien qu'on parvienne à le faire régulièrement. Mais au sein de son propre parti, la voix d'Asa Hutchinson est plus que minoritaire. Et quand les républicains de la commission judiciaire se réunissent à huis clos, c'est de politique qu'ils parlent et non de justice. Celui qui préside au débat d'ailleurs n'en fait pas mystère. On parle de stratégie, parfois aussi de tactique.
car c'est bien une guerre qu'ils livrent à Bill Clinton, une guerre sans merci. Il y a 40 ans, jour pour jour, était promulguée la Constitution de la Ve République, mettant fin ainsi à 11 ans d'instabilité politique. Ce texte fondateur de la Ve République avait été approuvé lors d'un référendum par 80% de oui. Arnaud Boutet. Vive la République! Vive la France! Les bras forment le V de la victoire et le chiffre 5 pour la Ve République. 4 septembre 58, nous sommes à quelques jours du référendum. Le général de Gaulle tient un meeting en faveur du oui à la nouvelle Constitution. 12 ans auparavant déjà, il présente lors du discours de Bayeux son désir de réforme. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceci, comme celle-là, engage les citoyens. Je vous demande un oui massif, avait dit le général de Gaulle. Le président René Coty est venu à pied faire son devoir. Fernandel s'enfermait dans le secret à Marseille. Et Yves Montand votait par correspondance à Lyon. La question est simple, la réponse l'est tout autant, 80% de oui. Michel Debré, qui a supervisé l'élaboration du texte, scelle donc la nouvelle Constitution. Elle prévoit que le président de la République soit élu pour 7 ans. Il nomme le Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée nationale et soumettre au référendum tout projet de loi sur une révision de la Constitution. Aucun des gouvernements de la 4e République n'a pu stopper la guerre d'Algérie. La nouvelle Constitution renforce l'exécutif. L'article 16 donne les pleins pouvoirs au chef de l'État en cas de menace grave. De Gaulle l'utilisera en 61. En 62, un nouveau référendum approuve une révision de la Constitution. C'est désormais le peuple qui élit son président au suffrage universel. À l'époque, un certain François Mitterrand s'y oppose. Tout est prêt pour que se déclenche la formidable machine à broyer la conscience civique que le pouvoir personnel et son complice, l'argent, ont mis en place. 24 ans plus tard, le président Mitterrand inaugure la première cohabitation de la Ve République. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le président, lui, joue le rôle d'arbitre et de garant. Après 3 cohabitations, le constat est simple. Cela marche grâce à la souplesse de la Constitution. En 40 ans, elle a subi 11 révisions et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, 4 projets de modification sont en cours. Charles Piéry, le secrétaire national d'Aconculta, a été mis en examen ainsi que son fils Christophe et 2 autres militants nationalistes. Les 4 hommes ont été écroués aujourd'hui. Mercredi dernier, ils avaient été interpellés près de Bastia. Un stock d'armes avait été découvert dans leur maison. Au Salon du Mondial de l'Automobile, un dimanche d'affluence record, comme on pouvait s'y attendre. Un succès inégalé jusqu'à présent. Que vous me confirmez, Luc Bazizin, vous qui avez passé la journée dans ce temple de l'automobile? Exactement, Béatrice, on peut dire que le mondial de l'automobile est parti sur les chapeaux de roue et s'apprête à battre tous les records de fréquentation puisque celle-ci est en hausse de 30% comparée aux autres années. Dans la seule journée d'hier, plus de 125 000 visiteurs sont venus admirer les voitures et en cette journée de dimanche, on peut supposer qu'ils étaient encore plus nombreux. Imaginez, depuis l'ouverture jeudi dernier, plus de 2 millions de boissons ont été servies sur place. Mais nombreux sont ceux qui viennent ici pour rêver. D'ailleurs, je me trouve à côté de cette Continental SC, la Bentley, dont l'allure attire davantage que le prix. Et pour cause, il s'agit de la voiture la plus chère du salon, soit 2 381 000 francs. Mais pour ce prix-là, eh bien, écoutez, on a une touche britannique. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est entre autres la ronce de noyer, le cuir. Et puis, par exemple, regardez, quand je referme la portière de cette voiture, eh bien, le volant qui se met à la bonne hauteur du conducteur. Bon, ça c'est un petit peu le folklore, on peut le dire, mais enfin ça se paye assez cher. D'ailleurs, Volkswagen vient de s'offrir la compagnie Bentley, donc c'est passé sous le pavillon allemand, mais d'autres marques de luxe ont séduit les grands constructeurs généralistes. Par exemple, Aston Martin, le très sportif et très chic britannique, appartient maintenant à Ford. Ce modèle Aston Martin volante coûte 1 750 000 francs. Pour ce prix, le moteur vous conduit à 240 km/h, ce qui n'est pas du tout recommandé par la sécurité routière. Alors même conseil pour cette Lamborghini Diablo Roadster qui elle coûte 1 650 000 francs. La firme italienne appartient maintenant à l'allemand Audi.
La Maserati, elle, renaît sous les traits de ce coupé, une marque de prestige propriété du groupe Fiat. Et enfin, Jaguar propose ce Roadster, dérivé de son modèle sportif XK8. Ce britannique, lui, a été racheté par l'américain Ford. Donc vous voyez, toutes ces marques se mélangent, il y a quasiment de quoi en perdre son latin, mais les visiteurs ont tous les jours jusqu'à 22 h pour réviser. Merci Luc, gardez les pieds sur terre. À l'opposé des voitures les plus chères que l'on vient donc de découvrir, je vous propose la nouvelle tendance de ce salon, les voitures de poche adaptées à la circulation en ville. Luc Bazizin, Daniel Lévy. Des voitures qui tiennent sur la route et presque dans la poche. Ce prototype Toyota illustre parfaitement la tendance actuelle des constructeurs, petit dehors et grand dedans. Cette japonaise de 2,80 m de long, si elle voit le jour, sera électrique et utilisable comme une cabine téléphonique, c'est-à-dire grâce à une carte créditée. La ressemblance est frappante, mais la Smart, elle, est déjà commercialisée. Ouais, j'entre dedans. Cette citadine propose aussi un système de location, une solution peut-être moins coûteuse que l'achat, puisque pour acquérir ce véhicule à 2 places, il faut quand même débourser 60 000 francs. Même concept, mais beaucoup moins cher, et pour cause, ce véhicule français offre l'essentiel, mais pas plus. Ligier, ancien spécialiste de Formule 1, installé à Vichy, propose sa première voiture avec permis aux allures de 2 chevaux, mais sans climatisation, ni frein ABS, ni airbag, un engin tout simplement sans prétention. Il n'y a rien dedans et le véhicule a une boîte de vitesse automatique avec une marche avant, une marche arrière, une pédale de frein, une pédale d'accélérateur, une vitesse de pointe de 100 km/h et le minimum vital pour répondre au code de la route et aux normes européennes automobiles. La Twingo de Renault a relancé la mode des petites citadines spacieuses il y a 4 ans. La deuxième génération, avec des pare-chocs plus ronds et assortis à la couleur de la carrosserie, attire encore les curieux. Dans la même philosophie, les Coréens présentent à leur tour des modèles de poche comme la Matisse de Daewoo ou l'Atos de Hyundai. Mais il suffit de regarder dans le rétroviseur pour se souvenir du succès de la Fiat 500 et de la Mini Austin qui bientôt ressuscitera sous cette forme, une vieille recette encore au goût du jour. Les maisons de retraite ont ouvert leurs portes à tous aujourd'hui, une opération destinée à supprimer cette coupure souvent tragique entre les personnes âgées et le monde extérieur. L'exemple de ces animations qui ont rassemblé plusieurs générations à Clairefontaine dans les Yvelines, Marie-Hélène Buono, Jean-Louis Melin. Bonjour. Bonjour. Quand les personnes âgées reçoivent, tout le monde est invité, famille, amis, voisins. Une fête préparée avec le concours d'une quinzaine d'adolescents. Plus d'une centaine de personnes sont venues partager le repas des pensionnaires. Autour de ces petites tables se côtoient 3 générations. L'occasion de recréer une ambiance familiale pour tout le monde. C'est très sympathique. Il ne faudrait pas que c'est lieu tous les dimanches parce qu'on en aurait peut-être... Quoi qu'avec du bon vin, on en aurait peut-être pas beaucoup. Vous aimez bien faire la fête? Ah, très. Quand j'étais plus jeune, ça me plaisait beaucoup. Même encore maintenant, vous savez. À journée extraordinaire, repas extraordinaire aux couleurs de l'automne. Même quand on est âgé, on savoure les plaisirs de la vie. Instant de bonheur pour tous. Et c'est encore meilleur quand c'est partagé. Ça permet de rencontrer beaucoup de monde, de voir un petit peu les personnes âgées faire autre chose que de rester toutes seules dans leur coin, c'est bien. Certaines personnes âgées n'ont jamais de visite. Aujourd'hui est pour elles une parenthèse. Très bien. On leur rend hommage quelque part, mais c'est fin de crier quand même. L'après-midi sera consacré au parcours des sens, reconnaître les odeurs, les musiques, les goûts. Les jeunes ont préparé cette journée avec beaucoup de tendresse. C'est aussi un moyen pour faire connaître aux gens qu'une maison de retraite, on peut vraiment s'y amuser. C'est pour ouvrir les portes d'une maison de retraite à tout le monde. Une journée pas comme les autres, qui laissera des souvenirs. La caravane de l'espoir, ou comment des associations algériennes attachées au principe de laïcité ont entrepris depuis hier et pour un mois un tour de France, une façon de créer des liens directs sur le terrain avec des associations françaises pour défendre l'idée de la démocratie. Christophe Larocca, Olivier Combe. L'opération est totalement originale. Un bus qui sillonne la France et à l'intérieur les représentants d'une quinzaine d'associations algériennes. Leur but ? Aller directement à la rencontre d'associations françaises et leur montrer un autre visage de l'Algérie, une image moins réductrice que celle colportée par les grands médias. Qu'on montre que le terrorisme, les assassinés, alors qu'il y a une société civile qui est debout, qui a des projets qui existent, qui luttent et qui est la grande majorité de la société.
C'est cette société civile qu'entend représenter la caravane de l'espoir. Toutes les associations qui y participent se disent indépendantes du pouvoir algérien. Elles sont aussi laïques et attachées au principe de mixité. Mohamed, lui, appartient à une association de protection de l'environnement. Avec son collègue Nourdine, il a profité de la première étape dans le Lot pour rencontrer ses éleveurs spécialisés dans l'agriculture biologique. Un premier contact essentiel pour envisager un partenariat. Pour nous, l'essentiel, c'est de ne pas s'isoler. Parce que pour nous, s'isoler, c'est mourir. Voilà, il ne faut pas qu'on s'isole. Nous, on peut être qu'admiratifs devant ces gens-là et on est très humbles. Hein, on ne va pas leur dire ce qu'il faut faire, on va surtout dire qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous. Voilà, c'est tout. Réactiver les actions de partenariat de part et d'autre de la Méditerranée, c'est aussi le but de l'association Aïda, une association française de soutien aux démocrates algériens. Il ne faut pas avoir peur de le faire, il ne faut surtout pas avoir peur d'y aller, parce qu'on était d'abord extraordinairement accueillis. Et qu'il faut savoir que quand même le terrorisme concerne des lieux de l'Algérie. Selon Aïda, 90% du territoire algérien échappe actuellement aux attentats. Un moment propice pour soutenir la société civile algérienne, seule garante d'une démocratie durable. Pour aider à une entrée dans la scolarité, un instituteur itinérant part à la rencontre des tziganes. Dans son camion, l'enseignant accompagne les gens du voyage pour les familiariser à l'école, une institution qui leur fait peur. Stéphane Ouman, Frédéric Delarue. Tiens. Tiens. L'école est obligatoire, mais les enfants du voyage y vont rarement. Pas facile quand on est toute l'année sur les routes et qu'on suscite la méfiance partout où l'on passe. Alors Patrick Gonon est devenu instituteur itinérant. Dans son camion aménagé, il apprend à lire, écrire, compter. Un enseignant plongé dans le monde des tziganes. Là, qui sont les gadgets? Vous? Nous. Ouais. C'est nous les gadgets. Hein. C'est ceux qui ne sont pas des voyageurs. Patrick. Voilà. Moi, je suis un gadget. Un gadget. On a des enfants qui viennent d'une culture qui n'est pas du tout lettrée. Donc des choses qui coulent de source avec d'autres enfants ne coulent pas du tout de source avec ces enfants-là. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de baigner dans les cris. Tradition orale, difficulté à parler le français et goût de la liberté, les petits manouches ont souvent du mal avec les contraintes de l'école. Les parents qui ne savent ni lire ni écrire ont adopté l'instituteur et son camion. C'est bien de savoir lire. C'est pour ça que vous voulez que vos enfants y aillent. Voilà. C'est une lettre à faire quelque chose. On va pas courir à droite à gauche. Les enfants, ils vont la faire. Comprenez? Il existe une trentaine de camions-écoles en France et une cinquantaine d'instituteurs itinérants. À Saint-Étienne, l'association Arrive travaille avec l'Éducation nationale. Patrick Gonon sillonne le sud de la Loire depuis 4 ans. L'une des principales difficultés est de donner des rendez-vous fixes aux gens du voyage. Parfois, ils sont partis parce qu'on les a chassés, parce qu'ils devaient partir. Et j'en suis pas prévenu. Une centaine d'enfants fréquentent le camion-école. Faute de place, une centaine d'autres ne peuvent être inscrits. Le but n'est pas de scolariser à tout prix, mais de lancer un pont entre tziganes et sédentaires pour plus tard. C'est quoi le jamatrique? C'est un petit oiseau, un pique-boeuf. Peut-être ces enfants-là, quand ils auront des enfants à leur tour, peut-être ils les mettront à l'école. Fais voir le son de tes cuisses, fais voir le son de ton ventre. Et puis ces enfants-là, comme tous les élèves du monde, ce qu'ils préfèrent à l'école, c'est la récré. Sur l'hippodrome de Longchamp, le prix de l'Arc de Triomphe, le rendez-vous hippique de l'année, un événement avec au départ 14 % représentant l'élite. C'est Sagamix appartenant à Jean-Luc Lagardère qui partait favori et il a remporté l'épreuve. Stéphane Guèze, Jean-Paul Miotto. Sophistiqué, à ruban ou à plumes pour les femmes, ou tout simplement chapeau melon pour les hommes. Traditionnellement, le couvre-chef est de rigueur au Grand Prix de l'Arc de Triomphe. L'événement mondain où l'on vient pour être vu, mais surtout pour voir. On est très bien placé, on est vraiment très près du rond de présentation, on voit tout, on voit le spectacle des gens aussi, mais on voit les chevaux très bien d'ici. Le spectacle, c'est 14 pur sang exceptionnel, l'élite du cheval, de course, de galop. Au centre de tous les regards, de toutes les attentions, les jockeys subissent la pression de l'avant-course. Certains en oublieraient presque leur numéro de dossard. Moi, le numéro, ça va être le 8. Non, 7. 7 à la coque. 7. Et non, c'était le 8. Il faut dire que pour le propriétaire, l'enjeu est d'importance. Gagner l'Arc de Triomphe, c'est le rêve de tous les propriétaires.
mais c'est pas un rêve financier. C'est un rêve du cœur, de l'esprit, de la gloire. Mais chez les parieurs, on joue pour l'argent. Certains turfistes débutants en profitent même pour tenter un premier pari. Votre pronostic pour l'Arc de Triomphe? 9. Sûr? Oui. Ah, peut-être avec la chance du débutant. Et non, c'est le 8, notre jockey amnésique, qui permet à son heureux propriétaire Jean-Luc Lagardère d'empocher 4 millions de francs. Du côté des parieurs, tout le monde n'a pas eu la même chance. Pour d'autres, l'Arc de Triomphe, c'est quand même une bonne affaire. Le trimaran de Franck Camas, qui, vous vous en souvenez, avait été littéralement éventré lors d'une course le mois dernier, a été remis à l'eau et pourra ainsi prendre le départ de la route du Rhum début novembre. Alexandre Cara. On a beau dire des marins, ce n'est pas parce qu'ils préfèrent la mer qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. À Franck Camas, il n'aura fallu que 3 semaines pour réparer son beau bateau vert. Après des jours et des nuits de chantier, le skipper et son navire ont retrouvé avec bonheur les flots de l'Atlantique. Un exploit pour l'équipe de Camas, c'est une évidence lorsque l'on revoit l'accident. C'était le 11 septembre dernier, lors du Grand Prix de Royan, un accrochage de la mer avec dans le rôle du corsaire, Francis Joyon et son trimaran bleu. Un simple refus de priorité et ce sont des rêves de route du Rhum qui s'envolent pour Camas. C'est vrai, il n'y a pas mort d'homme, mais ce trimaran tout neuf a été construit pour le Rhum 98, alors même quand on a 25 ans, en prendre pour 4 années avant la prochaine, c'est un coup dur. C'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est vrai, voir un bateau détruit en si peu de temps et construit en 8 mois et détruit en 4 secondes, ça fait un choc. Mais ensuite, on pense surtout à réparer, à aller de l'avant et à faire la course qu'on pensait faire, c'est-à-dire la route du Rhum. Pour tenir les délais, les hommes du chantier ont dû travailler 7 jours sur 7. Et pour mener à bien la réparation, il a même fallu récupérer un vieux flotteur du bateau de Laurent Bourgnon. Exploit réussi, Camas sera bien au départ de la route en novembre prochain. Mon objectif, comme tout marin, c'est déjà de ramener le bateau de l'autre côté, à l'endroit et en bon état. Et ensuite, pour la course, de toute manière, quand on part faire une course, on pousse le bateau à son maximum, au maximum du skipper, au maximum du bateau. Mais avant de se retrouver seul face à l'Atlantique, Franck Camas doit tester son trimaran et effectuer les derniers réglages. Pour cela, il ne reste que 3 semaines, c'est peu, surtout pour un novice de l'épreuve, mais franchement, c'est quand même mieux que d'attendre 2002. C'est un Français qui a remporté aujourd'hui la classique cycliste Paris-Tours. Jackie Durand a devancé au sprint l'Italien Mirko Gualdi lors de cette 9e course de la Coupe du Monde. Cela faisait 42 ans qu'un Français n'avait pas été victorieux. Jackie Durand participera au championnat du monde la semaine prochaine. Ces championnats seront retransmis sur France Télévisions. Et puis on a appris le décès de l'acteur britannique Roddy McDowall, ce comédien qui avait commencé sa carrière dès l'enfance, avait joué notamment dans Lassie, mais c'est surtout pour son interprétation d'un singe intellectuel dans La planète des singes, aux côtés de Charlton Heston, que le grand public se souviendra de ce comédien qui était un proche d'Elizabeth Taylor et de Lorraine Bacall. Place Vendôme, le film de Nicole Garcia qui a valu à Catherine Deneuve le prix d'interprétation à Venise. Place Vendôme sort mercredi sur les écrans. Catherine Deneuve saluée par l'ensemble de la critique dans ce film qui se déroule dans les milieux des diamantaires. Les grands joailliers d'ailleurs considèrent que leur corporation tourne à la caricature. Pascal Deschamps. Place Vendôme, le titre claque comme celui d'une brochure publicitaire ou d'un dépliant touristique. Mais dans la fiction réalisée par Nicole Garcia, les vitrines de la place dissimulent de drôles de destins. Une tragédie où se mêlent suicide, détournement de diamants bruts, mafia russe et courtiers véreux. Il n'en a pas fallu davantage pour que les joailliers s'insurgent contre cette présentation de leur profession. Fondé sur une enquête approfondie menée auprès des diamantaires, le film ne prétend pas pour autant être un documentaire. À partir du moment où il y a fiction, on entre effectivement dans une sorte de description de ce qui est illicite, qui existe dans tous les milieux. C'est-à-dire qu'il y a un monopole qui est celui de la De Beers, qui en principe détient le monopole mondial du diamant brut. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a en Afrique, en Russie, d'autres filières et d'autres concurrences. Une petite polémique qui ne doit pas faire oublier que l'intrigue n'est qu'un prétexte à une passionnante aventure psychologique. Sur les pas de Marianne, femme de joaillier, alcoolique à la dérive, et qui en menant l'enquête va partir à la reconquête d'elle-même et de la femme qu'elle a été. Rangez le collier, s'il vous plaît. Je risque de le marmotter, je suis kleptomane à mes heures. C'est pour ça qu'on m'a éloignée de la boutique.
Non, merci. Toi non plus. Je ne bois plus. Enfin, presque plus. Depuis que je suis veuve. C'est une femme qui a été une femme importante, courtière, une femme qui est tombée dans l'alcool par désespoir, une femme qui vit une vie où en même temps physiquement on sent qu'elle ait fait des efforts, qu'elle arrive à maintenir comme ça une certaine tenue, une certaine allure, et en même temps un personnage plein de contradictions, donc c'est ça qui était intéressant. Marianne Aimeux, sans effets inutiles, tel un boxeur sonné qui continue d'avancer. Un rôle taillé sur mesure pour une actrice qui n'a jamais hésité à prendre des risques. Vous connaissez cette histoire? Oui. Menteuse. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Les retombées du G7 se mesureront dès demain à l'ouverture des places boursières. À Washington, les ministres des Finances se sont séparés sur de simples déclarations d'intention. L'Assemblée nationale débattra cette semaine du pacte civil de solidarité, un débat de société, une révolution sociale pour ses partisans et ses adversaires. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet. À 20h50, votre série Urgence. À 20h demain, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Boulot, métro,